Isabelle, tu es thérapeute, autrice et conférencière. Tu as notamment écrit le livre « Libérer la voix de votre intuition » aux éditions Erol. Tu t'es spécialisée sur le sujet des synchronicités et de l'intuition qui sont intimement liées. Dans cet entretien, tu vas nous parler plus spécifiquement de l'intuition, avec comme grande question comment déceler une véritable intuition et comment être à son écoute. Alors tout d'abord, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sujet de l'intuition et comment il est apparu dans ta vie. Alors c'est la grande histoire pour moi de comment est apparue l'intuition dans ma vie. Elle est apparue avec une intuition. Ça s'est passé de manière très étonnante. J'étais un jour à mon ordinateur en train d'écrire les dernières lignes d'un dernier livre que j'avais écrit pour les femmes, un livre de développement personnel. Et tout d'un coup, j'étais très concentrée et j'ai comme entendu intérieurement une voix qui me disait « Ton prochain livre sera sur l'intuition et ça va être génial ». Et j'étais prise d'une joie absolue, c'est-à-dire je me suis arrêtée, je me suis levée, je faisais des bonds dans mon bureau et j'étais traversée par une évidence absolue. Et j'ai eu une espèce de sensation de lumière intérieure, avant d'entendre comme cette voix intérieure. Exactement, tu vois l'image, tu sais, de l'ampoule qui s'allume, bim, comme ça. Et bien, j'ai eu vraiment cette impression dans mon crâne que quelqu'un, quelque chose, ou un interrupteur dont j'ignorais l'existence, et qui était pourtant là, que cet interrupteur s'était actionné et tout d'un coup j'ai eu cette sensation de lumière et cette certitude absolue. Et donc j'ai été prise d'une joie, d'une sensation d'évidence, mais oui c'est bien sûr, tu sais c'est ça, c'est l'idée géniale quoi. Bon après je me suis un petit peu calmée, je suis redescendue un peu sur terre, je suis revenue et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était très étonnant pour moi cette intuition parce que d'abord j'avais jamais vécu une intuition de ce type-là, que j'appelle un eureka. Et d'autre part, je n'avais jamais consciemment, je m'étais jamais dit je vais travailler sur l'intuition, je vais même écrire sur l'intuition, j'étais journaliste à l'époque. C'était vraiment un sujet qui m'intéressait, j'avais peut-être lu des articles, des livres, des choses comme ça, mais jamais consciemment, je m'étais dit je vais m'intéresser à ce sujet. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Et puis cette intuition, en fait, elle a perduré, elle était vraiment très très forte. Donc j'ai appelé mon éditrice et je dis voilà, j'ai l'idée de... Je sais sur quoi va porter mon prochain livre et ça va porter sur l'intuition. Donc j'étais très en attente de sa réaction parce que c'était un sujet pour lequel je n'avais aucune légitimité a priori. Et puis elle a dit mais c'est super. Et voilà, et le livre s'est fait. Ensuite j'ai écrit le livre et puis c'est vraiment l'intuition pour moi la plus forte parce que c'est une intuition qui a transformé ma vie, puisque suite à cette intuition, suite au livre, j'ai ensuite créé un blog qui s'appelle Histoire d'intuition sur lequel je publie des articles sur l'intuition depuis 10 ans maintenant, parce que ce flash intuitif, je l'ai eu il y a 10 ans. Et ensuite, j'ai progressivement changé de métier. Je suis passée de journaliste à auteur spécialiste en intuition, spécialiste en développement personnel, consultante en développement personnel, puis psychothérapeute aujourd'hui. Donc vraiment, ça a été sans conteste l'intuition qui a été pour moi la plus bouleversante. Et qu'est-ce qui fait que parce que c'était effectivement un peu étrange cette intuition d'écrire sur l'intuition par rapport à ce que tu faisais à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu y as cru? Est-ce que ton mental, à un moment, il s'est pas dit non mais c'est n'importe quoi, enfin... Oui, j'ai beaucoup douté après. Et c'est souvent ça, on va revenir sur cette question que tu disais en introduction, comment je sais que c'est de l'intuition et que c'est pas mon mental parce que le mental peut nous amener à douter, on se dit mais qu'est-ce que c'est, je suis en train de me faire des films. Et moi dans mon cas, le doute est venu après, c'est-à-dire que le moment de l'intuition, et je dis souvent l'intuition a la sérénité de la vérité, c'est-à-dire le moment où on a une intuition, c'est comme presque un moment hors du temps. Il se passe quelque chose et ce moment-là, il est hors du temps, presque il est serein. Même s'il y a de l'émotion, une couleur d'émotion comme là après pour moi la joie et l'évidence, mais ce moment-là était très aligné. Et c'est après que j'ai douté. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Mais d'où ça vient? Mais pourquoi? Mais je ne suis pas légitime. Mais moi écrire sur l'intuition, mais je vais jamais y arriver. Mais c'est trop compliqué. Il faut se remettre dans le contexte, c'était en 2012 que j'ai eu cette intuition, illumination comme je les appelle.
Et on parlait assez peu de l'intuition chez les éditeurs grand public. Hein. C'était encore réservé au rayon ésotérique et dans les librairies un peu voilà, du quartier de Saint-Germain à Paris, enfin de ce quartier où il y a les librairies, où on y va en rasant les murs. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup douté après et je me suis dit... mais d'où ça vient aussi. Et en fait, il y avait ma curiosité, parce que je suis très curieuse de nature. Et donc, j'avais cette curiosité de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, ce livre, je l'ai écrit comme une journaliste que j'étais à l'époque, c'est-à-dire j'avais envie de comprendre. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est quoi ce truc? Mais d'où ça vient? Mais pourquoi? Mais comment? Et cet aiguillon de la curiosité et de l'envie de comprendre et de chercher, il a été plus fort que les doutes. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu des moments, j'ai même eu envie d'abandonner. Mais cette intuition si forte avait comme allumé un feu intérieur en moi. Il y avait comme quelque chose qui s'était... Et je désigne cet endroit parce que c'est vraiment instinctivement l'endroit du cœur. Hein, et quelque chose s'est vraiment ouvert là. Et je ne pouvais plus l'ignorer. Donc même s'il y a eu des doutes, même si c'était difficile, même s'il y a des moments où j'ai voulu tout abandonner, j'ai tenu bon parce qu'il y avait cette évidence en moi, ce feu qui s'était allumé et je devais en fait tout simplement aller jusqu'au bout de cette intuition et la matérialiser. D'accord. Alors, pour revenir un peu plus alors sur ton livre, tu expliques un peu au début de ton livre que les grandes découvertes ont souvent été des découvertes intuitives. Et je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Et tu cites plusieurs exemples de grands scientifiques. Est-ce que tu peux nous en donner 2 ou 3 par exemple? Eh oui, c'est le fameux Eureka. C'est l'Eureka, c'est-à-dire ce que j'expliquais à l'instant, hein, quand l'ampoule, hein, la lumière s'allume sous le crâne en fait, et tout d'un coup, on sait, et il y a une évidence. Donc ce phénomène de Eureka et d'intuition, illumination, d'intuition fulgurante, on le retrouve chez les scientifiques, chez les chercheurs, même si c'est quelque chose qui n'est pas, enfin qui est à la fois très connu, mais à la fois on ne le reconnaît pas vraiment. Mais tous les grands scientifiques sont des intuitifs. Le premier, j'ai envie de dire le boss des grands scientifiques, c'est Einstein. Et Einstein lui-même, il a écrit des choses absolument magnifiques sur l'intuition. Lui disait que l'intuition, c'est ce qui lui permettait de trouver. D'autres scientifiques aussi. Einstein disait même que pour lui, l'intuition, entre guillemets, c'était le maître. Et que dans notre société moderne, on pensait que c'était la raison le maître, alors qu'en réalité, pour lui, c'était l'intuition. Il a même écrit « L'intuition est la seule chose qui vaille au monde ». Et donc, il s'est vraiment appuyé sur son intuition. Lui, il disait que l'intuition, c'était comme s'il y avait un bond tout d'un coup qui se faisait dans la conscience, hein, comme un bond de conscience. Donc Einstein était très intuitif, très imaginatif, et donc tu vois que c'est pas du tout incompatible que l'esprit rationnel n'est pas du tout incompatible avec l'esprit intuitif. Un autre grand exemple de scientifique intuitif que j'aime bien citer, c'est Henri Poincaré, donc qui est un grand savant, mathématicien, physicien et philosophe, donc d'ailleurs de la même époque qu'Einstein. Et lui, il était coutumier de ces éclairs de génie. Il le raconte notamment dans son livre, dans un de ses livres qui s'appelle «L'invention mathématique», qui a été publié en 1908. Et il raconte comment il est en train de se promener tranquillement, il va monter dans un bus pour aller faire une promenade avec des amis, et tout d'un coup, au moment où il pose le pied sur la marche de l'omnibus, comme il écrit, il a une fulgurance, une intuition fulgurante. Il comprend des choses de son langage de mathématicien que je ne saurais pas redire précisément, mais il a une intuition fulgurante. Et il l'écrit dans son livre qu'il sait à ce moment-là. Et puis il oublie, parce qu'après il fait sa promenade avec ses amis, mais il n'oublie pas en quelque sorte l'intuition. Donc l'intuition, c'est vraiment un des outils du chercheur et du scientifique, avec l'imagination. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on a mis de côté. Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est Descartes. Donc Descartes, le père de la pensée rationnelle, hein, du cartésianisme, lui-même, il a écrit dans un de ses livres qui s'appelle « Règles pour la direction de l'esprit ». Et donc il édicte des règles. Et la 11e règle,
dit que pour arriver à la vérité, il faut à la fois utiliser l'intuition et la raison. Donc on voit bien que c'est vraiment un outil fondamental. Et puis juste pour terminer, l'Eureka, tu sais, l'Eureka, c'est Archimède, qui était ce mathématicien au IVe siècle. Il est plongé, il prend son bain, et tout d'un coup, boum, il a Eureka, qui veut dire j'ai trouvé en grec. Il comprend le principe de la poussée qui va porter son nom dans la baignoire. Et la légende raconte qu'il est tellement content qu'il sort dans les rues, courir tout nu, en criant, donc Eureka, j'ai trouvé, je sais, j'ai l'illumination. Ouais, c'est très intéressant. Alors, pour revenir sur le phénomène de l'intuition en lui-même, tu expliques dans ton livre qu'il peut se manifester de 5 manières différentes. Est-ce que tu peux nous les décrire? Oui, quand j'ai cherché à comprendre l'intuition, j'ai lu beaucoup d'auteurs, je suis allée rencontrer des gens, je les ai interviewés, j'avais vraiment envie de comprendre l'intuition, ce que c'était, comment ça marchait. Et donc, au fil de mes recherches, j'ai commencé à établir une classification. Et donc, j'ai établi qu'il y avait en gros 5 grandes manifestations d'intuition. La première, je l'appelle l'intuition-impression. C'est quand on a une sensation, une impression vague, il se passe quelque chose. Typiquement, tu rencontres quelqu'un, un collègue par exemple, un nouveau collègue, il est très sympa, il te donne des claques dans le dos, tout ça, c'est super. Et puis toi, il y a un truc qui dit je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ça, c'est le premier niveau d'intuition, c'est-à-dire que le niveau d'information est faible, mais il y a une information. Donc là, ce qui est important quand on a une intuition-impression, c'est de ne pas la mettre de côté et de ne pas aussi vouloir à tout prix la rationaliser ou l'expliquer. Parce que si on fait ça, on peut se tromper aussi. On peut en quelque sorte dévoyer cette intuition parce qu'on veut absolument remplir l'espace de vide. Ça, c'est la première manifestation d'intuition. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. La deuxième, je l'appelle intuition-impulsion. C'est typiquement quand tu fais quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais quand tu le fais, ça fait sens. Par exemple, tu te balades dans la rue, tu vas à ton boulot, c'est toujours le même chemin où tu es en voiture, et puis tout d'un coup, tu n'as même pas le temps de réfléchir, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas prendre un autre chemin. Ou tu vas rentrer dans cette boutique alors que tu es hyper en retard et que tu as un déjeuner, mais il y a un élan, un instinct qui te fait changer quelque chose. Et puis comme par hasard, sur ce chemin, tu vas croiser quelqu'un, un ami perdu de vue qui va justement t'aider peut-être à dénouer un problème que tu as. Dans cette boutique dans laquelle tu rentres, tu vas tomber sur un objet ou sur quelque chose ou sur une personne qui va te donner une information importante en ce moment pour toi dans ta vie. Donc ça, l'intuition-impulsion, elle est proche de la notion de synchronicité, c'est-à-dire de par hasard, je croise quelqu'un, je fais cette rencontre, je trouve un objet, quelque chose, un livre, et ça fait sens. C'est proche de ça, et cette intuition, elle est intéressante parce qu'elle ne transite pas par le mental, celle-là. Donc j'ai pas le temps en fait de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire, je l'ai fait. Le seul problème avec cette intuition, c'est que notre mental veut quand même nous empêcher de faire cette chose qui n'a ni queue ni tête. Donc le travail, ça consiste à laisser venir en nous laisser traverser par ces impulsions irraisonnées, sous condition qu'elles ne nuisent à personne évidemment, et en premier à nous-mêmes, mais de se laisser traverser par elles pour les écouter. Peut-être que quelque chose va jaillir de cette impulsion, de cet instinct de faire autrement ce jour-là, de faire autre chose. La troisième manifestation d'intuition, je l'appelle intuition message. Alors là, c'est quand tu reçois clairement un message. Donc tu vas entendre intérieurement ou tu vas le savoir. Il y a quelque chose que tu sais. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais. Comme pour ton intuition sur l'intuition que tu ouais, c'est ça. Alors mon intuition sur l'intuition, c'est, tu vas voir, c'est la catégorie d'après. Ah, d'accord. Parce que je l'appelle l'Eureka. Mais effectivement, ça fait partie d'eux. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu sais quelque chose. Tu ne sais pas comment tu le sais. C'est paradoxal, l'intuition. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et par exemple, cette personne, c'est la dernière fois que je la vois.
ou je ne dois pas aller là, je ne dois pas prendre ce train, je ne dois pas faire ça, ou je dois faire ça au contraire, ou je sens que là, je dois partir en voyage à tel endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Je reçois ce message, donc message intériorisé, soit je vais comme l'entendre, soit je le sais, ou ça va passer par des ressentis corporels, mais j'ai vraiment un message qui m'arrive et qui est clair. La quatrième catégorie, c'est l'Eureka. Donc c'est comme une intuition message, mais c'est un super message. Moi, j'appelle ça la Rolls-Royce des intuitions. C'est quand vraiment, c'est l'Eureka, c'est l'illumination. C'est plus fort. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand tu vis un Eureka, moi j'en ai vécu un, et les gens qui en vivent le témoignent, tu ne peux pas l'oublier. Autant une intuition message, sur le coup ça va te marquer, mais elle peut être un peu émoussée dans le temps, tu vois, tu peux un peu l'oublier. Autant un Eureka, tu ne l'oublies pas. Parce que tu es vraiment traversé par une évidence. C'est-à-dire que tu ne doutes pas sur le moment. Après, tu peux toujours avoir ton mental qui va te rattraper, mais globalement, c'est vraiment une intuition qui est très très puissante et qui te marque, qui peut te marquer à vie. Hein. Les gens qui ont des Eureka, ça peut être aussi ce que j'appelle des intuitions de vie, c'est-à-dire tout d'un coup, ils ont une illumination. Ils savent, par exemple, qu'ils doivent quitter ce travail, ou qu'ils doivent déménager, ou voilà, ils ont une intuition de vie parce que c'est une intuition très forte, très lumineuse et avec une évidence très importante qu'ils doivent faire quelque chose. Et ils ne savent pas comment ils savent ça, mais ils le savent. Et ça peut transformer ta vie. Donc ça, c'est l'Eureka. Et puis la dernière manifestation d'intuition, c'est ce que j'appelle l'intuition, la Wi-Fi du cerveau. C'était une expression qu'avait trouvée ma fille. Je trouvais ça super. La Wi-Fi du cerveau, ou communication d'inconscient à inconscient, ou télépathie. C'est le mot qu'on emploie plus couramment. Alors la télépathie, ça fait débat chez les scientifiques. Il y en a qui disent que ça n'existe pas. D'autres qui disent, mais regardez les études qui sont menées depuis 30 ans dans des universités prestigieuses dans le monde, très sérieuses, où on montre de manière évidente que les phénomènes de télépathie existent. Voilà, ça fait débat. Moi, je ne me place pas au niveau de débat, mais je me place au niveau de l'empirisme, c'est-à-dire de l'expérience personnelle. Et pour beaucoup de gens, nous faisons l'expérience de phénomènes de transmission de pensée. On a l'impression que l'autre lit dans nos pensées, ou que nous avons lu dans les pensées, ou que nous sommes entrés en connexion de manière inconsciente avec des amis. L'exemple typique, c'est avec des amis ou des personnes proches d'ailleurs. La télépathie, c'est entre les amis, les gens qui se connaissent très bien, les amoureux, les parents et les enfants, les collègues de travail, les jumeaux, les jumelles, les frères et les sœurs. Donc ça nous est arrivé à tous. Tu es là, tu penses à une amie, à un ami, peut-être que tu n'as pas vu depuis des années, et tu dis, il faudrait, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je le recontacte. Et là, tu ouvres ta boîte mail, tu as un mail de cette personne, ou tu prends ton téléphone et tu vois que la personne est en train de t'appeler. Donc des histoires comme ça, il y en a légion. Et moi, quand je parle de cette manifestation d'intuition, je dis toujours, c'est pas parce que vous avez des phénomènes de télépathie que vous êtes exceptionnel. Donc je ramène à une sorte de normalité. Jung disait, l'intuition est tout ce qu'il y a de plus normal, naturel et nécessaire. Et lui aussi s'est intéressé au phénomène de télépathie. Il est allé travailler auprès des peuples primitifs et il observe de ces phénomènes. Donc avoir des phénomènes de transmission de pensée, c'est normal. C'est une fonction certainement très archaïque de notre psychisme. Ça ne fait pas de nous des êtres exceptionnels, mais ça fait de nous des êtres connectés à cette part d'intuition qu'on n'explique pas toujours. Merci, c'est très détaillé, c'est parfait. Tu expliques aussi que les émotions ont un rôle dans les manifestations de l'intuition. Comment elles interviennent dans ces intuitions? Là aussi, quand j'ai cherché pour comprendre le phénomène de l'intuition, j'ai très vite été rencontrer l'émotion sur le chemin de l'intuition, mais c'était tellement flou, tellement vague, je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais chez certains auteurs, parfois ils utilisaient le mot indifféremment, le mot intuition ou émotion.
Et ça me faisait réagir. Je disais, mais comment ça? C'est pas la même chose. Donc j'ai beaucoup cherché à comprendre justement qu'est-ce qui est de l'intuition et qu'est-ce qui est de l'émotion et à bien différencier les deux. Donc ce que j'ai compris, et ce qui est important à comprendre, je crois, c'est que ce sont deux phénomènes qui sont connectés mais qui sont différenciés. Une intuition, c'est pas une émotion n'est pas une intuition, mais il va y avoir une couleur d'émotion dans l'intuition. Ou plus exactement, moi je dis que les émotions, c'est comme des précurseurs à intuition. C'est parce que je vais ressentir des émotions que je vais avoir des intuitions. C'est parce que je vais être au contact de mon intelligence émotionnelle que je vais me laisser traverser par des émotions, que je vais aussi être connectée aux émotions des autres et faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de comprendre et de ressentir les émotions des autres, que je vais avoir des intuitions. Mais l'intuition en elle-même, je reviens sur ce que je disais un petit peu avant, elle est dénuée d'émotions. Le moment de l'intuition est dénué d'émotions. Mais l'émotion intervient après? Elle intervient juste après. Elle peut être soit négative, entre guillemets, ça peut être une couleur d'émotion de peur ou de danger, qui me montre un danger, ou de joie, ou d'évidence, ou de complétude, d'avoir une émotion très profonde, d'être connecté à soi. Mais le moment de l'intuition en lui-même, alors c'est très fin et précis, mais c'est intéressant à observer, le moment de l'intuition, il est serein, encore une fois. Il n'est pas débordé d'émotions. Mais il y a vraiment une promiscuité. C'est pour ça que je parle de précurseur. Parce que je suis un être émotionnel, parce que je suis connectée à mes émotions, alors je vais pouvoir ressentir des intuitions. En quelque sorte, l'intuition va pouvoir me traverser, me pénétrer, entre guillemets. Elle va pouvoir m'atteindre et je vais la vivre aussi grâce à ma capacité émotionnelle. Ouais, peut-être que ça passe par le même canal, entre guillemets, sauf que c'est pas la même chose. Oui, alors après, les neuroscientifiques qui étudient l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, c'est eux d'ailleurs qui utilisent parfois de manière indifférenciée intuition et émotion, parce que pour eux, l'intuition va être connectée, tu vois, à notre cerveau limbique, en fait, qui est le cerveau des émotions. Mais c'est encore plus complexe que ça, parce que les intuitions passent aussi par notre cerveau primitif et aussi par notre cortex, qui est notre cerveau rationnel pensant. Donc probablement on intuite avec nos trois cerveaux, le cerveau primitif, le cerveau émotionnel, limbique, et le cerveau pensant, le cortex. Mais effectivement, on va intuiter avec nos émotions et que parfois, il est vrai qu'on ne sait pas. Et c'est vrai. Et il faut aussi accepter qu'avec l'intuition, on ne sait pas toujours, on peut douter, et on peut se demander en effet, mais est-ce que ce que je ressens c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de l'émotion? Et c'est normal de douter, et il y a des moments, en effet, on doute. Et alors pour savoir justement si c'est une intuition ou pas, la question de l'émotion est fondamentale. Si je suis débordée par des émotions parasites, comme la peur, le jugement, la critique, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas de l'intuition. Si je suis débordée par des émotions parasites et que j'appelle ça au moment de l'intuition, une intuition, elle est pure, elle est sereine, elle me traverse, c'est de l'information. L'intuition, il faut retenir ça, c'est tout simple en fait, c'est l'information qui me traverse. C'est une information. D'accord, donc ça veut dire que, du coup, ça vient à une question que je voulais te poser. Comment on fait la différence entre une intuition et autre chose? Là, ce que tu expliques finalement, c'est que le jugement, il peut intervenir, mais après. S'il intervient, entre guillemets, en même temps que l'information, c'est que c'est pas une intuition. Oui. C'est ça? Ouais. Oui, en tout cas, on peut vraiment se poser la question. C'est pour ça que de manière générale, quand on est dans des moments de vie ou des moments même de la journée où on est débordé d'émotions, tu vois, on est en colère, où on est remonté, où on a peur, où on sent qu'on n'est pas bien émotionnellement, ça va être compliqué d'être branché à son intuition. Parce que notre intuition, elle a besoin, et c'est assez paradoxal, mais elle a besoin d'un certain calme intérieur. Elle a besoin d'espace intérieur pour venir à nous. C'est de l'information, et l'information en elle-même, elle est pure.
Donc pour reconnaître une intuition, en effet, un des premiers critères, et on vient de le dire, c'est un critère en creux. C'est-à-dire que si je suis débordée d'émotions, et même de la joie, si d'un coup j'ai trop d'émotions, on peut se questionner. Est-ce que c'est de l'intuition ou pas? En tout cas, ça vaut le coup de regarder. Comment on reconnaît une intuition? Une intuition, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'elle va presque me surprendre. Elle va surgir, elle va me traverser à un moment où parfois je m'y attends pas du tout. Et justement, des moments où je suis calme. Donc je suis en train de faire mon jogging, je suis en train de bricoler, je fais quelque chose que j'aime. Je suis très concentrée sur une tâche, mais qui ne me mobilise pas, enfin qui me met dans un état de bien-être. Où je me détends. Je suis dans mon bain, je prends ma douche, je fais la sieste, ou je suis en train de m'endormir, ou simplement je suis en train de bâiller aux corneilles, ou j'écoute une amie, je discute avec une amie, je suis concentrée, je l'écoute, et tout d'un coup, quelque chose me traverse. Une information traverse. Et je peux prendre ça pour une pensée, mais en réalité, c'est un message. Quelque chose qui va presque me surprendre. Donc l'intuition, on la reconnaît par son caractère immédiat. Et encore une fois, par son caractère assez pur. C'est-à-dire au moment où je reçois l'info, je n'ai pas d'émotion. Après, je peux en avoir, mais pas sur le moment. On reconnaît aussi une intuition, éventuellement, si elle se répète. C'est-à-dire que si j'ai un message qui m'arrive, et puis je dis non mais ça c'est n'importe quoi, d'où ça vient ce truc, c'est le rationnel qui prend le dessus et qui va juger. Et cette intuition revient. De nouveau, je suis en train de faire mon jogging, je suis en train de faire mes courses, je ne pense pas du tout, enfin je suis vraiment concentrée sur autre chose, je fais autre chose, et j'ai de nouveau la même information qui me traverse, ou je vis une synchronicité, un hasard qui vient me rappeler cette intuition. Si ça se répète, eh ben, il y a des chances pour que ça soit une intuition. Et je reviens sur cette question que j'abordais tout à l'heure sur les intuitions de vie. Qu'est-ce que j'appelle une intuition de vie? C'est une intuition hyper importante pour soi sur son chemin. Donc c'est des grandes intuitions. Je dois quitter le lieu où je vis, je dois quitter la personne avec qui je suis parce que je sais que je ne suis pas heureuse. Je dois quitter ce travail. Ou je dois dire oui à ce contrat, ou à ce travail, ou à cette opportunité, ou à cette personne, alors que ça me fait peur. Donc ces grandes intuitions de vie-là, elles sont vraiment importantes à écouter et à nous laisser traverser par ce qu'elles nous disent. J'ai une question aussi Ouais. là-dessus. Est-ce qu'il est... Parce que moi, j'ai vécu aussi des choses comme ça, des intuitions et ensuite des synchronicités qui s'enchaînent. Et là, il y a un moment, je me dis, bon, il se passe quand même quelque chose. Oui. Mais moi, ça m'est arrivé personnellement où je me pose la question, en fait. Je pose la question, j'ai une espèce de réponse qui vient. Je me dis, oui, effectivement, ça fait sens, mais est-ce que c'est vraiment sûr, etc. Et derrière, dans les jours qui suivent, j'ai quelques synchronicités qui tombent pile poil. Donc, est-ce que aussi l'intuition peut venir en se posant une question? Tout à fait. Et oui, et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que on peut apprendre à dialoguer avec son intuition, on peut apprendre à lui poser des questions, c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce que moi j'essaye de faire dans les stages et les accompagnements que je propose, c'est d'aller à la rencontre de son intuition. Hein, l'intuition, c'est vraiment mon guide intérieur. Donc je peux le questionner. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, et tu viens de le mentionner, c'est comment j'apprends à faire confiance à ce qui m'est renvoyé. Comment j'apprends petit à petit à faire mon propre réglage d'intuition. C'est-à-dire comment je sais que là c'est bien d'intuition, que c'est pas mon mental, que c'est pas des peurs, que c'est pas des désirs. Donc ça c'est un travail, et c'est un travail qui nous demande de nous remonter les manches, qui demande de nous faire confiance, qui demande d'oser se tromper. Hein, l'intuition, elle est humaine, et donc elle peut aussi se tromper. On a le droit de se tromper. Et donc ce réglage, c'est-à-dire comment je vais apprendre à dialoguer avec mon intuition, à lui poser des questions, comment je vais aussi apprendre à écouter comment mon intuition me parle, comment elle me parle à travers les sensations de mon corps. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on pense souvent, tu sais que l'intuition, c'est éthéré, hein. C'est un truc, tu sais pas trop, ça vient, ça part, c'est flou, j'arrive pas à l'attraper. Alors qu'en fait, l'intuition, elle a une vraie sensorialité. Et elle va être connectée à nos sens. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le sixième sens. Donc, très souvent, quand tu fais attention, quand tu as une intuition, tu vas comme entendre intérieurement quelque chose.
Tu vas avoir des images très fugaces. Chez certaines personnes, c'est même des images assez précises, hein, intérieures. Et tu vas ressentir des choses. Ton corps a des sensations. Donc chez des personnes qui sont très kinesthésiques, c'est-à-dire qui sont très branchés à leur corps, qui sont très instinctifs, ils vont identifier ça. Chez des personnes qui sont un petit peu plus dans leur tête ou très dans leur cœur, un peu moins dans leur corps, elles vont avoir du mal à identifier ça. Mais il y a toujours un lien entre sensation, émotion aussi, et intuition. L'intuition est toujours véhiculée plus ou moins, et que l'on y fasse attention plus ou moins à des sensations du corps. Plus je vais faire attention à mon corps, et plus mon intuition va me parler à travers les sensations de mon corps. Donc là aussi, ça dépend des gens, mais c'est vraiment apprendre à écouter son intuition et recevoir ses messages, c'est vraiment établir un dialogue intérieur très profond, de vraiment apprendre à s'écouter et à se faire confiance. Et un peu comme tu le disais, à oser se tromper. Là, tu as posé une question, tu fais ok, je ne suis pas très sûre, puis après tu vois qu'il y a des événements qui te confirment. Donc ça t'a confirmé que c'était juste pour toi, donc ça t'a validé dans ce protocole, entre guillemets, pour toi d'interroger ton intuition, donc tu gagnes confiance, donc ton intuition devient de plus en plus performante. Un peu comme un muscle finalement, ça se travaille. Exactement, ouais. Tu expliques aussi que les intuitions peuvent se manifester dans les rêves. Pareil, comment est-ce qu'on peut savoir, alors j'imagine qu'on devient très intuitif, on le sait forcément, mais si c'est un rêve qui est un rêve, on va dire, entre guillemets, banal, où il y a les émotions de la journée qui ressortent, etc., Ouais. ou si là, on est vraiment sur une forme de guidance. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une guidance, pour reprendre ton mot, pourquoi pas. Mais il y a des rêves qui sont particuliers, donc moi j'appelle des rêves intuitifs. Le type de rêve intuitif le plus connu, c'est le fameux rêve prémonitoire, hein. Tout le monde connaît ça, hein, le rêve prémonitoire, et c'est beaucoup plus fréquent là aussi qu'on ne veut bien le penser, mais il y a une sorte de tabou, on a peur de passer pour fou si on dit qu'on a un rêve prémonitoire, est-ce que je suis bien normale? En réalité, quand on commence à ouvrir la parole sur ces questions, comme moi je le fais dans mes stages ou dans les rencontres que j'anime, c'est hyper banal, enfin quasiment tout le monde a soit une histoire personnelle de rêve prémonitoire, soit connaît quelqu'un qui a fait un rêve prémonitoire. C'est assez commun. Le seul truc, c'est qu'on a peur d'en parler parce qu'on a peur de passer pour fou. Donc le rêve prémonitoire, c'est un rêve intuitif, c'est un rêve particulier parce qu'il nous donne une information que l'on va pouvoir donc en avance du temps pour le rêve prémonitoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir l'information se passer dans le réel. Donc c'est une intuition parce que c'est de l'information que je vais capter à la diagonale du temps. J'ai une information en avance du temps et j'en rêve et ensuite je vois que ça se réalise. Mais il y a aussi d'autres rêves intuitifs qui sont aussi à la diagonale du temps mais vers le passé. Je peux rêver d'événements qui se sont produits dans le passé, par exemple dans ma famille, mais dont je n'avais pas connaissance, hein, dont on ne m'a jamais parlé, mais parce que par exemple je vais faire un travail sur moi, notamment en psychanalyse transgénérationnelle ou en psychogénéalogie, c'est-à-dire que je vais commencer, mon inconscient va commencer à travailler pour essayer d'aller chercher des informations dans ma généalogie qui pourraient expliquer mon mal-être ou mes difficultés actuelles, et il n'est pas rare à ce moment-là, de faire des rêves intuitifs dans le passé, où je vais rêver d'un ancêtre, où je vais rêver d'informations que en fait je vais ensuite pouvoir recouper en posant des questions dans ma famille. Ah bah oui, tel ancêtre est bien mort de telle manière et pas comme on nous l'a raconté dans l'histoire familiale, et je vais pouvoir le vérifier en posant des questions. Donc ce qui se passe, c'est que quand on rêve, c'est assez mystérieux le rêve, hein. Il y a beaucoup de chercheurs, hein, on ne sait pas encore tout, hein, c'est clair, hein, c'est vraiment un vaste domaine. Il semblerait, en tout cas pour une partie de ce qu'on peut supposer de ce rêve, que le rêve nous met en contact, nous met dans un état de conscience modifié,
nous met au contact d'une partie de notre psychisme profond, de notre inconscient, donc qui nous concerne nous, mais nous met aussi au contact de ce que Jung appelait un inconscient collectif plus vaste, et dans lequel on va pouvoir aller puiser des informations et les ramener sous forme de rêve. Donc le rêve est un état de conscience modifié, naturel, que nous connaissons tous et qui est intuitif. Et je dirais même mieux, non seulement le rêve nous met au contact de notre intuition, mais encore mieux, l'endormissement, la phase d'endormissement et la phase de réveil nous met aussi au contact de notre intuition, parce qu'on est aussi dans un état de conscience modifié. Donc tout ce qui entoure le rêve, c'est-à-dire à la fois l'endormissement, le moment où j'émerge, où je me réveille, idéalement quand je me réveille naturellement, hein, c'est plus naturel, et aussi les moments de rêverie, hein, les moments où je bâille aux corneilles, où tu sais, mon esprit part. Tous ces moments-là sont des moments favorables pour entrer au contact de son intuition. Donc c'est intéressant d'apprendre à rêver, à rêvasser et à écouter ses rêves. Alors j'avais une question sur comment expliquer le lien entre les synchronicités et les intuitions. Mais en fait, c'est un peu des manifestations différentes de l'intuition. Il y en a une qui est un peu en direct et l'autre qui est des événements dans la vie quotidienne, on va dire. C'est un peu ça. Oui. Pour moi, pour simplifier, je dis que l'intuition, c'est notre guide intérieur. C'est des infos que je reçois et qui vont me permettre de prendre des décisions, ou en tout cas qui vont me donner des informations sur moi, sur les autres, sur le monde, ou sur des choses que je dois faire ou pas. C'est mon guide intérieur. Et la synchronicité, c'est le guide extérieur. C'est-à-dire que je reçois aussi des infos, cryptées aussi parfois, sous forme d'événements extérieurs. Donc c'est mon guide intérieur, mon guide extérieur. Les deux marchent ensemble. Et on observe qu'ils se tiennent la main, les deux là. C'est-à-dire que plus j'écoute mon intuition, plus je vais vivre des synchronicités. Plus je m'autorise à aussi, pourquoi pas faire des erreurs ou me tromper avec mon intuition, un peu comme tu donnais ton exemple tout à l'heure. Plus je prends des risques avec mon intuition, plus j'ose l'écouter, et bien plus je vais avoir des confirmations de l'univers, des événements et qui vont me confirmer. Et donc ces deux phénomènes vraiment qui marchent ensemble. Plus je vais écouter mes intuitions, plus je vais vivre des synchronicités. C'est comme des vases communicants. Plus je vais vivre des synchronicités signifiantes, plus je vais vivre aussi des intuitions, ou en tout cas, pas forcément en quantité, mais en qualité. C'est-à-dire, plus je vais être connectée à mon monde intérieur. Donc c'est vraiment, c'est comme une émulation. Donc c'est pour ça que c'est deux sujets qui vont ensemble. On peut pas les séparer. Et d'ailleurs aussi, pour la synchronicité, donc pour ces hasards ou ces coïncidences qui font sens et qui me guident aussi vers moi-même, ce qui va me dire que c'est une synchronicité, que c'est authentique, c'est mon intuition. C'est-à-dire que je sens, moi je sais que ce hasard, c'est pas du hasard. Je sens que ça me dit quelque chose, que ça me montre une direction et que c'est juste en fait sur mon chemin. Donc c'est vraiment intéressant d'envisager les deux en même temps, en fait. Alors, tu expliques aussi des phénomènes un peu particuliers dans ton livre, comme le remote viewing. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est. Et puis, il y a aussi des phénomènes, le déjà vu, ou même tout simplement les gens qui sont un peu médiums, qui sont médiums ou voyants, etc. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'intuition ? Est-ce que c'est la même chose, plus fort, moins fort ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ok. Alors, déjà, les gens qui sont médiums, on est tous potentiellement médiums. On est tous médiums. C'est-à-dire qu'on a tous, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour la télépathie ou les rêves prémonitoires, c'est assez commun. Donc, on a tous cette capacité d'avoir de l'intuition et d'aller capter des informations à la diagonale du temps et ou de l'espace aussi. On peut aller attraper des informations de choses qui se situent hors de notre portée physique. Donc on est tous potentiellement médiums. Après, il est clair qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres, on est d'accord. Ou en tout cas des gens qui ont des capacités plus développées et qui décident aussi de les exploiter, de les utiliser, notamment professionnellement.
Donc pour moi, c'est une question qui m'est souvent posée, et moi je réponds simplement, la médiumnité c'est de l'intuition. Moi je ne fais pas de différence, je sais qu'après il y a des gens qui font peut-être des nuances, pas moi, pour moi, la médiumnité c'est être capable d'utiliser son intuition pour attraper des informations. Après tu as cité le remote viewing et tu as cité quoi d'autre Et les phénomènes de déjà-vu aussi. Voilà, les phénomènes de déjà-vu. Alors, le remote viewing, pour moi, c'est de la médiumnité ou de la clairvoyance. Donc, peut-être expliquer en un mot ce que c'est. Oui. La traduction de l'anglais, c'est vision à distance. C'est un programme, c'est de l'espionnage psychique. Donc, c'est un programme d'espionnage psychique, donc par intuition, qui a été développé par les services secrets aux États-Unis pendant la guerre froide. Ils ont recruté un médium. Ils voulaient avoir des informations sur des positions d'armées secrètes des Russes. On est dans les années 60 ou même 50, 60. Les satellites, c'est pas encore tout à fait ça. On n'est pas du tout aujourd'hui avec les systèmes d'information qu'on a. Les Américains veulent avoir des infos, ils veulent avoir un avantage sur la guerre froide. Et donc, ils ont cette idée un peu dingue d'aller recruter un médium qui s'appelait Ingo Swann. Et Ingo Swann qui a formé donc des cadres de l'armée pour aller intuiter, capter des informations sur des positions armées par intuition pure. Donc ça s'appelle remote viewing, c'est quand même le programme portait le nom le programme militaire, portait le nom de Stargate, je trouve ça assez drôle. Il a quand même duré 20 ans, donc c'est pour dire que c'était sérieux cette affaire-là. Donc le remote viewing, c'est de la clairvoyance, c'est-à-dire comment je vais utiliser mon intuition pour aller capter des informations à distance, soit du temps, soit de l'espace. Donc ce programme qui n'existe plus aujourd'hui, mais la technique du remote viewing est restée, elle est encore utilisée et enseignée, donc c'est assez militaire, c'est assez carré, et elle est utilisée aussi pour des gens qui cherchent en archéologie sous-marine notamment, des gens qui vont aller chercher des épaves. Voilà, donc ça c'est le remote viewing qui est une forme de médiumnité pour moi, de clairvoyance. Et tu as parlé du déjà vu. Alors, déjà vu, c'est encore peut-être autre chose. Qu'est-ce que c'est le déjà vu? J'arrive dans un endroit et puis j'ai l'impression que je connais déjà cet endroit, où je vois quelqu'un, j'ai vraiment l'impression que je connais déjà cette personne, j'ai une impression de familiarité, c'est très fort, où j'ai une impression que j'ai déjà entendu cette phrase, que je suis déjà venue dans un endroit, donc ça peut être très très perturbant. Il y a des gens qui ont plus de déjà vu que d'autres. On observe aussi que les jeunes personnes, les ados et les jeunes adultes ont plus de déjà vu que les grands adultes, je dirais. Donc, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie rationnelle pour le déjà vu et la théorie complètement irrationnelle. La rationnelle, c'est que le cerveau disjoncte. C'est comme un orage, à un moment donné, neuronal, le cerveau disjoncte. Et donc, le cerveau s'en mêle les pinceaux, il confond tout, quoi. Il pense que c'est la première fois alors qu'en fait, il l'a déjà vu. Et il s'embrouille. Donc, c'est une sorte d'embrouille du cerveau. Ça, c'est l'explication rationnelle. L'explication rationnelle, c'est des explications ésotériques. J'ai déjà rencontré cette personne dans une autre vie, je suis déjà venue dans cet endroit dans une autre vie, etc. Donc moi je ne vais pas trancher sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment un déjà vu, comment il me traverse, comment il fait sens sur mon chemin. Moi j'ai par exemple vécu un déjà vu qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Je peux le raconter maintenant, ouais. Avec plaisir, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'il me vient là en parlant. D'ailleurs, c'est une histoire d'intuition et de déjà-vu mêlés. Un jour, alors je fonctionne beaucoup par Eureka, moi. Un jour, je me trouve à mon bureau, encore une fois, ou en tout cas plus ou moins en train de penser au travail. Et tout d'un coup, j'entends comme intérieurement, encore une fois, j'ai comme une voix, quelque chose qui me dit, je reçois ce message qui est tu vas faire un deuxième voyage spirituel cette année. J'avais déjà fait un voyage spirituel, j'étais partie sur les traces d'une grande figure spirituelle indienne. Pour moi, ça a été très riche en enseignement personnel et d'intuition aussi. Et donc, je m'arrête. Je dis
comment ça Mais c'est quoi ce truc? Et c'est drôle parce que moi-même, j'ai une espèce de recul. Et en même temps que je dis ça, je m'entends dire à haute voix, mais où ça? Mais où? Et je m'entends répondre, en Mongolie. Et je m'entends dire, mais comment ça, la Mongolie? Mais pourquoi? Enfin, j'avais jamais pensé consciemment, encore une fois, à aller en Mongolie. Mais j'étais sûre de moi. J'étais tellement sûre de moi que j'ai cherché sur Internet et en 2 heures, j'avais trouvé mon endroit, mon lieu, mon voyage. Et il restait une place qui s'est libérée juste de ce voyage, enfin qui est un voyage organisé. Il était plein, mais une place est libérée juste avant que j'envoie le mail pour demander s'il y avait de la place. Je me suis retrouvée à acheter le billet pour Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. Je ne savais même pas que la capitale c'était Ulaanbaatar. Tout ça s'est fait en 24 heures. Et j'en arrive à mon déjà-vu. Donc je fais ce voyage en Mongolie. J'arrive en Mongolie et c'était un voyage organisé. Il y avait un passage où on devait aller dans un temple bouddhiste en Mongolie. Et c'était un jour spécial parce qu'il y a un jour dans l'année, c'était la fête, jour de la fête du temple. Donc c'est un jour extrêmement important. On y va. On rentre dans un endroit qui normalement n'est pas ouvert aux touristes, mais ce jour-là c'est ouvert parce que c'est la fête du temple bouddhiste. Et moi j'ai un choc, parce que j'ai déjà vu cet endroit, j'ai déjà vu ces gens, je reconnais exactement la scène, je reconnais tout. Et là je ne l'ai pas déjà vu dans une vie antérieure, je l'ai déjà vu dans une méditation que j'avais faite 4 ou 5 ans avant. 4 ou 5 ans avant, je méditais et j'avais une image qui me venait où je voyais exactement cette scène-là dans un temple bouddhiste avec les mêmes allées, les mêmes gens, les mêmes décors. Enfin, tout était identique, quoi. Voilà, donc là, tu vois, c'est un exemple de déjà vu avec une image qui m'avait traversée en méditation. Et donc ça a été pour moi très fort parce que ça m'a validé. Je reviens au sens qu'on donne, de manière générale aux intuitions déjà vues. C'est quel est le sens? Pour moi, le sens que j'ai donné à ce déjà vu, c'était que j'étais au bon endroit et que j'avais quelque chose à faire là. J'avais quelque chose à faire dans ce pays, dans ce voyage, à ce moment-là, avec ces gens-là. Et ça a été très fort. Donc, pour rebooter sur ta question de d'où ça vient, c'est ça? Non, c'était quoi exactement ta question sur le remote viewing? Comment l'expliquer? Oui. C'est ça, voilà, comment l'expliquer? Bon, c'est la grande question, encore une fois, comment on l'explique? C'est toujours la même chose. Soit on peut l'expliquer de manière plus ou moins rationnelle, hein. Comment je vais expliquer l'intuition de manière plus ou moins rationnelle et de plus ou moins irrationnelle, hein, donc ésotérique. De manière rationnelle, on va expliquer l'intuition en disant que l'intuition, ça vient du cerveau. C'est une super faculté de notre cerveau qui acquiert tellement d'expérience qu'il est capable de savoir les choses sans que j'ai besoin de le penser. Hein, c'est ce qu'on appelle l'intuition par l'expérience. Hein, par exemple, si tu es expert dans un domaine professionnel, mais ça peut être aussi être expert en ton mari, ton enfant, tu vas tellement bien connaître cette personne ou ce sujet que tu n'auras plus besoin de réfléchir et tu vas avoir des intuitions, tu vas savoir des choses sans avoir besoin de réfléchir. Hein, ça, c'est l'intuition d'expérience. Donc c'est intéressant, ça existe, hein, ça explique pourquoi on est capable de décrypter le langage des autres inconsciemment, hein, le langage non corporel. Mais on voit bien aussi que cette thèse-là, elle est très limitée. Elle est limitée à l'intuition d'expérience. Et on voit bien que des fois, on va capter des informations à la diagonale du temps, comme je l'ai expliqué. Et donc là, ce modèle qui est intéressant, mais il est un peu réduit. Donc il nous demande d'élargir notre vision. Et là, je reviens à ce que disait, à ce dont je te parlais, l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. Il se pourrait qu'il existe des champs d'information disponibles grâce à notre intuition hors temps et hors espace et que nous puissions nous y connecter pour aller capter des informations en avance du temps, capter des informations dans le passé, capter des informations à distance. Donc c'est la notion d'inconscient collectif de Jung.
C'est la notion des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, un biologiste anglais qui a beaucoup travaillé aussi sur le sixième sens des animaux. C'est aussi la même thèse qui sous-tend les fameuses annales akashiques, tu sais, la bibliothèque de l'univers, comme un grand champ d'informations ou des champs d'informations hors temps, hors espace et auxquels nous pouvons nous relier. Et ce qui sous-tend aussi cette approche, c'est que du coup, on est relié à ces champs et on est tous reliés entre nous. Là, on est dans une approche plus spirituelle. Et donc, j'en arrive aussi là, si j'élargis encore, eh bien, l'intuition, c'est la voix de Dieu. Il y en a pour qui c'est ça, ou c'est la voix d'ange, la voix de guide, de mes guides, de spirituels, qui par intuition me distille des petits messages pour me guider ou pour m'aider à me guider. Voilà, donc comment expliquer l'intuition? Tu vois, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce sujet et complexe, c'est qu'il y a toutes ces dimensions. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est d'accueillir en toi et en soi toutes ces dimensions. Pourquoi je devrais me cantonner à l'explication rationnelle? Mais elle est hyper intéressante, elle me constitue aussi, elle nous constitue. Mais et si j'ai envie, et si je sens que moi je suis connectée à quelque chose de beaucoup plus grand? Et si ça fait sens pour moi? Et si ça résonne? Alors je l'accueille aussi. Et je peux m'autoriser à penser que l'intuition, c'est ça aussi. Et je peux être tout ça en même temps. Et je peux être très incarné, très présent, très rationnel, très raisonnable. Hein, et en même temps, très, très ouvert et très intuitif. Et justement, ma dernière question, ça serait ça. Est-ce que tu peux donner des conseils pour devenir plus intuitif? Comment on peut l'exercer? Ça aussi, c'est une question qui revient très souvent. Et avec laquelle je chemine aussi moi déjà personnellement et puis les gens que j'accompagne. C'est pas une question facile parce que pour moi il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de recette miracle absolue, mais il y a une posture intérieure. Et pour moi la première chose pour être plus intuitif, c'est d'établir un dialogue avec son espace intérieur. Tu sais, intuition, l'étymologie de intuition, c'est intuere, intueri en latin, ça veut dire regard porté attentivement à l'intérieur. Donc, pour être plus intuitif, moi je conseille souvent d'avoir une routine d'intériorité. Tu sais, des fois on parle de routine beauté. Bon là, c'est une routine d'intériorité. Mais la beauté vient de l'intérieur. Mais voilà, c'est ça. Donc, pourquoi routine? Parce que ça doit devenir quelque chose que l'on va intégrer presque sans y réfléchir. C'est très important. Donc, ça veut dire me réserver des espaces d'intériorité où je suis au contact de profond de moi-même, où je suis à l'écoute de mes émotions, de ce que me dit mon corps, des signes que je pourrais recevoir. Donc, concrètement, ça dépend des gens. Comment tu mets en place cette routine d'intériorité, ça dépend de chacun. Pour certains, ça va être d'aller nager, d'aller marcher, évidemment en coupant son portable. Ça peut être, pourquoi pas, de jardiner, parce que quand je jardine, je me sens connectée à la nature, ça me fait du bien. Je ne pense pas, j'ai pas mon téléphone, je travaille pas, je suis avec moi. Pour d'autres, ça va être prier, méditer évidemment, faire du yoga, du tai chi, du qigong, rêvasser. Tu vois, il y a plein de formes possibles de cette routine d'intériorité. Mais c'est ou tout simplement aussi aller dans une église, même si on ne prie pas, même si on n'est pas croyant, voyager. Donc, comment trouver cet espace dans lequel je vais pouvoir être au contact de moi-même, faire une thérapie aussi. Hein, c'est un espace d'intériorité dans lequel je suis au contact de moi. Écouter mes rêves, les écrire, même si je ne comprends pas ce que ça me dit, c'est une routine d'intériorité. Donc ça, c'est très important. Et ça va avec le deuxième conseil, la deuxième piste que je donnerai. Pour pouvoir mettre en place une routine d'intériorité, il est très important de bien faire le point avec notre rapport aux écrans et aux informations. Moi j'ai consacré tout un petit livre qui s'appelle Mon cahier de Digital Detox. C'est un petit livre très pratique que j'ai écrit il y a plusieurs années, mais qui est totalement en lien avec le sujet. Digital Detox, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est sur-envahi d'informations. Sur-envahi d'informations. Les réseaux sociaux évidemment qui sont de plus en plus envahissants, de plus en plus exigeants presque. Il faut qu'on réponde tout de suite, tout le temps. Les mails,
les infos, la télé, les centaines de chaînes sur le câble, les centaines de propositions de chaînes d'information en continu, de séries à regarder, de films, de documentaires. On est sur envahi. Or, pour accueillir l'intuition, je dois avoir cette routine d'intériorité, c'est-à-dire je dois faire de la place à l'intérieur, de la place à cette étincelle qui surgit en moi, à qui je suis. Et si je suis débordée en permanence en train de devoir être sur mon téléphone, tout le temps sursaturée d'infos, je ne peux pas accueillir cette flamme, cette chose à l'intérieur. Cette routine d'intériorité, elle peut aussi passer par revoir mon rapport aux écrans, tout simplement. Après, chacun trouve sa solution. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Mais vraiment faire attention à ça. Ça, c'est vraiment un critère hyper important. Moi, personnellement, j'ai viré la télé. Je l'ai mis en vacances, comme j'ai dit à mes enfants. La télé, elle marche beaucoup trop, elle va prendre des vacances. Donc la télé, elle a pris des vacances, elle n'est jamais revenue. Et moi, j'ai vraiment constaté que ça avait un effet sur mon intuition, sur le contact avec moi-même et sur mon rapport au monde et aux gens. Je voulais finir en te demandant quelle avait été la plus grande intuition que tu aies jamais vécue. Tu nous parlais de cette eureka Ouais. sur ce livre de l'intuition, c'est ça? Oui, Ouais. oui, parce que c'est l'intuition c'est l'intuition de l'intuition qui a transformé ma vie et qui a fait que je suis là aujourd'hui et que je consacre ma deuxième carrière professionnelle à communiquer sur ce sujet. Donc oui, c'est l'intuition la plus forte. Bon, bah, c'est super. On peut te retrouver sur ton site Oui. histoiredintuition.com. Comme, oui. Ok, et puis on peut lire tous tes livres qui seront dans le Oui, descriptif. mes livres et puis les articles, puisqu'il y a sur le blog Histoire d'intuition, je publie donc depuis 10 ans maintenant, enfin 8 ans précisément, des articles sans libre accès sur le sujet de l'intuition. Donc il y a plein de ressources sur ça à retrouver gratuitement. Top. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi.